Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on avait mis en place un moteur beaucoup plus puissant que celui qui équipait la Genmitsu de base. Et là, nous allons essayer de le commander automatiquement. N'oubliez pas de vous abonner et de souscrire aux nouvelles vidéos. Vous serez ainsi au courant de toutes les nouveautés et ça va vous plaire, je pense. Là, le moteur, vous voyez, il est branché et il va démarrer sans qu'on touche le boîtier automatiquement. Donc on a réussi à faire ce qu'on voulait. Toujours dans la vidéo précédente, on a vu comment brancher ce moteur avec un variateur de fréquence. Et on va voir ici dans cette vidéo comment faire les branchements, les paramétrages, enfin tout ce qu'il faut faire pour qu'il soit piloté automatiquement par le GRBL. Un adage dit il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On va essayer de ne pas faire mentir l'adage. On a branché la broche avec les ports principaux, mais il existe également des ports secondaires. Et parmi ces ports, il y a 3 ports. Le 5 volts, le 10 volts et le 20 mA qui peuvent recevoir des informations. Ces informations vont bien sûr être envoyées par la CNC sur le variateur de fréquence pour être ensuite traitées. On va voir comment on peut faire ça. Sur la Genmitsu, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le boîtier pour connecter ou souder des fils. Tous les ports sont accessibles par l'extérieur. Il y en a un qu'on n'a pas utilisé et qui correspond au laser. Il y a 3 broches et si on cherche des informations, on voit que le premier port correspond aux 12 volts, ensuite on a la Terre et PWM. Il va falloir utiliser ces signaux pour converser avec le variateur de fréquence. PWM, ça signifie quoi? C'est un signal modulé et qui a des largeurs d'impulsion plus ou moins larges en fonction de la vitesse de la broche ou de la puissance du laser. Et il va falloir convertir ça en voltage. Si l'on regarde les sources autorisées par le variateur de fréquence, on voit qu'il y a un potentiomètre et des signaux externes qui sont 0,5 volts, 0,10 volts ou 0,20 mA. Mais il n'y a pas de PWM. Alors il faut qu'on trouve une solution. Un autre paramètre à prendre en compte, c'est le numéro 4, c'est la source des commandes qui vient du signal externe. Mais comment transformer ce PWM en voltage? Mais il existe des modules convertisseurs justement qui font ça, que vous trouvez pour pas très cher sur Amazon. Je vous en ai sélectionné 2 qui sont les plus couramment utilisés. Et ces convertisseurs permettent de transformer un signal PWM en voltage. C'est pile poil ce qu'il nous faut. Il suffit de brancher le PWM, d'alimenter ensuite le module et vous avez 2 ports de sortie qui vont aller vers le variateur. Super. La tension de sortie que peut délivrer ce module étant de 0 à 10 volts, on sait quelle source on va utiliser pour le paramètre 3. Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée des connexions, on va faire les câbles. Là j'ai utilisé un câble 3 brins, c'est un prolongateur de servomoteur. Il a 3 fils pour le 12 volts, la Terre et PWN du côté de la CNC et du côté du module qui va transformer le courant. J'ai fait un petit dédoublement du fil de terre. Le fil marron, vous voyez, il y a un fil noir qui est fixé sur la même cosse rapide. Ça va nous permettre de brancher sans avoir des fils qui traînent partout. Sur la première cosse, on va brancher la terre du PWN. Il faut effectivement brancher le input moins, donc c'est la terre. Ensuite, sur la deuxième cosse, le signal PWN, qui lui est indiqué en input plus. Ça, ce sont donc les entrées vers le module. Il va suffire ensuite maintenant de brancher l'alimentation de ce module. Alors j'ai un 12 volts sur la fiche qui vient de la CNC, qui va prendre place dans la 3e broche. Et la terre qu'on a dédoublée va permettre d'alimenter complètement ce module. Voilà, on a déjà branché 4 câbles sur les 6 et on a fait les 2 tiers du boulot en peu de temps. Alors on peut peut-être utiliser également pour ce genre de branchement du fil blindé.
Il en faut pour le moteur, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai pas trouvé de câble adéquat. Peut-être que là aussi il faut un fil blindé, je ne sais pas. Les branchements qu'on a réalisés permettent donc l'alimentation du module ainsi que l'arrivée du signal d'entrée. Maintenant on va voir en sortie, qu'est-ce qu'on a. On branche des cosses reliées à un testeur. Lors de la mise en tension de la CNC, le module, s'il est correctement alimenté, va s'allumer et un petit voyant vous le signifie. Vous allumez le testeur pour qu'il puisse mesurer des courants de faible intensité et continue. Et sur l'ordinateur que vous avez branché sur la CNC et avec OpenBuild, on va faire quelques paramétrages. Enfin, il y en a juste un à faire. Vous faites $$ dans la console pour voir toutes les valeurs. Alors sous OpenBuild, c'est pas mal parce qu'il y a l'explication de chaque valeur. Ça, c'est sympa. Ce qui va nous intéresser ici, c'est $30 qui est à 10 000. C'est le maximum en tours par minute de la broche. Et $31 qui est le minimum. Le minimum, bon, nous va, il est à 0. Par contre, là, on est passé d'une broche qui fait 10 000 tours minute à 24 000. Donc, on va modifier la valeur $30 en spécifiant 24 000 pour bénéficier de toute sa puissance. Vous validez et retapez $$ pour vérifier que la valeur a bien été enregistrée et mémorisée dans la CNC. C'est le cas. Bon, voilà, c'est le seul réglage à faire sous OpenBuild. On va utiliser une possibilité d'OpenBuild, à savoir la mise en route de la broche. Je vais la lancer sur 25% et on regarde le voltage qu'on obtient. 2,7 sur 10 volts, ça correspond à peu près au quart, c'est pas mal. Bon, c'est un bon début. Maintenant, on va lancer la broche à 50%. On arrive à un peu plus de 5 volts. Très bien, c'est parfait. Et maintenant, on va la lancer à 100% pour voir si on obtient les 10 volts. Et là, on est maxé à 8,90. Alors, il existe un petit potentiomètre de réglage. J'ai essayé de le tourner dans tous les sens. Ça n'a rien changé. Alors, j'aimerais bien avoir vos lumières. Si vous savez comment faire pour avoir 10 volts, dites-le en commentaire. Le fait d'utiliser ensuite le bouton Tool Off fait revenir la valeur à 0. Il nous reste maintenant à brancher les fils vers le variateur de fréquence. Alors on a un fil rouge et un fil de masse que l'on branche aux emplacements qu'on a vus précédemment. Au niveau du variateur, le fil rouge va venir se connecter sur le 10 volts in, c'est une entrée donc qui sera reconnue par le variateur, et le fil de masse vient sur la terre, ground. Il faut également brancher un fil, faire un petit pont entre la terre et forward pour que le moteur puisse fonctionner sans problème. Dans la première vidéo, on a vu les paramètres pour régler le variateur à la main. Maintenant, il va falloir le modifier pour qu'il soit pris automatiquement en charge par l'ordinateur. Alors le 3, on le met à 4, c'est la fréquence sur le signal externe. La commande sur le signal externe 0,10 volts en 4. Clockwise, anti-clockwise, il vaut mieux le mettre, le valider. Le 7 fait que le démarrage se fait sur le signal externe et le 19 que la variation de vitesse soit réglée par le signal externe également. Voilà, tout devrait être OK. On a l'affichage à 0 puisque la broche est arrêtée. Et avec OpenBuild, on lance la fréquence à 25%. On arrive à 6700 tours. En passant à 50%, on arrive à 12 000 tours, ce qui est correct. Par contre, quand on passe à 100%, on arrive à peine à 21 800 tours. Toujours pareil, parce qu'il nous manque ces 10 volts. Alors encore une fois, si vous avez une astuce pour que ce module délivre 10 volts en sortie, ben, je suis preneur. Un rapide schéma pour montrer toutes les connexions à réaliser, pour que ce soit plus clair pour vous tous. Alors après les branchements, on a des fils un petit peu partout, donc c'est préférable de les raccourcir. Et je vous propose un petit boîtier de protection. Vous trouverez les liens Thingiverse dans la description. Ça permet d'utiliser le trou vacant où il y avait l'affichage qui est maintenant déporté sur l'avant. Autant l'utiliser. Vous positionnez le boîtier qui va recevoir la platine du convertisseur. Là, j'ai fait un petit couvercle avec un embout d'acrylique pour que le voyant, on puisse le voir quand le module est sous tension. Ceci dit, ça a peu d'intérêt parce qu'il va être sous la machine par la suite. Ensuite, l'alimentation est placée sur un surtenseur, ce qui me permet d'éteindre et la machine et le moteur.
Voilà, le bloc variateur est placé sous la CNC avec le module. On remet maintenant la planche martyre et on va voir ce que ce bricolage nous apporte comme possibilité nouvelle. Sous VCarve, j'ai créé un petit fichier d'une complexité énorme. En fait, non, c'est juste 2 carrés imbriqués. On va faire un petit pourtour sur la partie extérieure en utilisant une fraise de 3,17 Fishtail. C'est une fraise qui découpe bien le bois. Alors, les fraises aiment la vitesse. Au départ, elles tournaient à 10 000 tours minute, mais vous allez voir que plus elles tournent vite, plus elle est efficace. Alors, juste une petite parenthèse. J'ai un abonné qui m'a demandé comment on faisait pour installer une nouvelle fraise. Alors, c'est pas très compliqué. Vous sélectionnez une fraise existante, c'est le plus simple. On appuie sur ce bouton pour créer une copie. Sur cette copie, vous faites les modifications. Alors moi, je rajoute également la profondeur de coupe. Comme ça, elle est directement à l'écran, c'est plus pratique. On peut modifier le nom, le type de fraise que vous créez. Vous sélectionnez ensuite la valeur du diamètre. Alors là, pour l'exemple, je vais mettre une autre valeur que celle qui est inscrite. Le nombre de flûtes. Et ensuite, les paramètres en grisé en dessous, vous recherchez le bois. Là, c'est pour du bois de qualité médium. Vous validez, ça mettra toutes les valeurs. Ces valeurs, vous pouvez ensuite les modifier. Si vous avez la fiche technique de votre fraise, vous pouvez le faire. Sinon, vous le faites ensuite au fini. Il est possible de modifier le nombre de tours que va utiliser cette fraise, puisque maintenant, notre machine va gérer intégralement le nombre de tours qui sera dans le fichier GRBL généré par VCarve. Alors c'est un gros plus et ça permet de ne pas se casser la tête et passer d'un travail à l'autre sans modifier la vitesse, enfin elle sera modifiée automatiquement. Bon, on revient à la fraise qu'on a choisie pour faire le pourtour de notre fichier de test. La vitesse là est à 16 000 et quelques. On va sélectionner cette fraise et sur une profondeur de 5 mm, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà la simulation du parcours. Ça va faire juste un petit tracé autour du carré. Pour le deuxième carré, on va faire là maintenant une poche. On va garder la même fraise, une poche de 5 mm également. Mais on va faire un petit test, la vitesse, on va maintenant la mettre à 20 000. On va ainsi pouvoir voir si VCarve gère la vitesse différente suivant les deux types de parcours. Une simulation pour cette poche, voilà. On regarde ce que ça donne, vous voyez, le parcours est très simple, on va tester. Alors on va voir le montage réalisé, qu'est-ce qu'il va nous autoriser comme fonction supplémentaire et comme nouvelle possibilité. Alors la première, c'est bien sûr la fonction XYZ probe qui ne pose aucun problème, elle se fait très facilement. Alors, vous voyez également que j'ai mis une semelle d'aspiration. Alors celle-là c'est un prototype, elle ne me satisfait pas encore là. Ça apparaîtra dans une prochaine vidéo quand ça répondra bien à tous les critères que je me suis fixé. Sous OpenBuild, vous avez une fonction check size. Ça, c'est pas mal. Ça simule la surface de votre planche que vous avez rentrée dans VCarve pour voir qu'il n'y a pas d'obstacle. VCarve permet de sauvegarder des fichiers imbriqués. Là, j'ai imbriqué deux fichiers, celui qui fait le contour et celui qui fait ensuite l'intérieur. Vous voyez avec quelle facilité la fraise s'enfonce dans le bois à 16 000 tours minute. Et là, hop, démarrage du deuxième fichier qui fait la poche, mais non, la vitesse est restée bloquée sur celle de la première, du premier tracé. Alors, par contre, maintenant, on fait la même chose, mais deux fichiers distincts, donc un fichier qui va faire uniquement le pourtour. Alors vous voyez que la vitesse est quand même assez intéressante et que la plongée se fait sans aucune souffrance. Les fraises, après avoir fait les tracés, je les ai touchées au doigt, elles ne sont même pas tièdes. Voilà, le premier tracé a été fait, donc à 16 000 tours. Et lorsqu'on lance le deuxième tracé, vous voyez par contre que là il se fait à 20 000 tours pratiquement. C'est toujours un problème des 10 volts.
Par contre, lorsque vous fraisez, il est possible de modifier sous OpenGrid la vitesse de votre fraise. Et là, je l'ai augmenté, vous voyez qu'on est passé à 21 800. Vous pouvez accélérer ou ralentir les tours par minute lors du fraisage. Vous voyez que quand même le tracé est très propre et que l'arrêt se fait ensuite automatiquement. Voyons maintenant un petit peu le résultat obtenu. Alors vous voyez que la fraise tournant beaucoup plus vite, on a maintenant, le bois est complètement pulvérisé. Quand je vous dis que les fraises aiment la vitesse, c'est vrai. Si l'on regarde de près, vous voyez que malgré les veinures qu'il y a dans le bois, la coupe est vraiment très franche et parfaite. Encore une fois, l'augmentation de vitesse apportera un gros plus à vos machines. Alors ça c'est fait avec l'ancien moteur, j'ai utilisé des fraises V-Carve et une fraise V-Carve de 10 degrés. Vous voyez que dans la 10 degrés ici, la branche descendante du J, ben non, la machine a bougé un petit peu. Alors que si on utilise le moteur qui tourne à 20 000 tours, vous voyez que là, le J, la branche descendante, est parfaite. Par contre, je ne maîtrise pas très bien cette fraise que j'ai utilisée. J'ai creusé beaucoup trop profond. Ces images sont tirées d'une prochaine vidéo V-Carve qui va paraître bientôt. Et vous voyez que la fraise s'enfonce très profondément. Et je continue à faire un petit peu de pub dans cette prochaine vidéo où nous allons utiliser des fraises un petit peu bizarres comme celle-ci. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire avec et je vous en reparlerai très bientôt. Dans la vidéo précédente, on avait regardé le bruit que faisait cette fraise, mais elle était posée sur le martyr. Alors je pensais que ça pouvait un petit peu perturber. À 12 000 tours, on a des chiffres très corrects, comparables avec la broche d'origine. Quand on passe à 24 000 tours, il y a un petit bruit strident et on arrive effectivement à 80 décibels. C'est une broche refroidie par air. La broche à eau, soi-disant, est beaucoup moins bruyante, mais c'est plus de bazar avec les tuyaux. Voilà, on a vu l'installation d'une fraise de 1500 watts et sa gestion complète par GRBL, à savoir que toutes les commandes sur le boîtier d'origine de la Genmitsu sont fonctionnelles, à l'exception bien sûr du potentiomètre qui règle la vitesse du moteur. Je vais vous citer quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils et qui a dit « Le fraisage, c'est pas comme l'impression 3D. Il faut du lourd, du rigide, du puissant et des watts. Et quand tu gagnes sur l'un de ces paramètres, ou tous, ça change la donne. Et même sur une fraiseuse hobby. Et c'est vrai que vous verrez, ce moteur vous donnera d'autres résultats et vraiment des tracés beaucoup plus nets. » On va voir par la suite d'autres modifications comme une semelle d'aspiration spécifique à cette broche, peut-être un changement automatique de fraise, non là je plaisante, quoique ça me paraît quand même une idée sympa. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Vous serez ainsi au courant de toutes mes élucubrations. En attendant, je vous dis à la prochaine.